Sébastien, bonjour. Bonjour, Merci de votre invitation. merci d'être venu. Une invitation de l'ensemble du collectif des terrasses du Larzac pour toujours un peu mieux connaître ce territoire. On le rappelle, allez, en quelques mots, situez-nous les terrasses. 45 km nord-ouest de Montpellier, au pied du causse du Larzac, deux vallées, la vallée de la Lergue, la vallée de l'Hérault, voilà, 700-800 hectares de vignes sur les contreforts du massif du Larzac. Voilà. Ville principale pour identifier. Alors, ville moyenne principale, Clermont-Lérault, Lodève, Gignac. Voilà. Et les vallées qui partent. Et les vallées qui partent à partir de ces villes-là. À partir de là. Ouais. Plusieurs dégustations, on a déjà relaté ont été relatées sur Tellement Soif. Cette année, vous avez fait un angle assez courageux. Ça s'appelle Nouvelle Génération. Génération tout court, mais je dirais plutôt Nouvelle Génération. Génération la terrasse du Larzac. Et on a fait une rencontre du combien de vignerons? 32. 32, Ouais. voilà, un peu en speed dating. Ouais. On dégustait les vins et on rencontrait les vignerons. Et j'ai adoré cette présentation. Mais comment vous êtes venu l'idée de ce casting, en fin de compte? Alors, ce casting, ça nous est venu parce qu'on a vu ces gens arriver, s'installer, reprendre des domaines, créer des domaines ou investir en achetant un domaine. Donc, on a vu cette effervescence autour de nous. Donc, on s'est dit, c'est assez inédit à l'échelle d'une appellation de voir tant de mouvements. Donc ça nous paraissait intéressant de vous les présenter parce que la plupart du temps, vous ne les connaissiez pas. Des domaines qui sont arrivés. Bonne grosse moitié, je n'en avais jamais entendu parler. Voilà, c'est des gens qui ont commencé à faire des terrasses du Larzac depuis notre passage en appellation, depuis 2014. Donc 30 nouveaux sur 100 domaines ou structures existantes en terrasse du Larzac. Donc c'est un grand chamboulement, quoi. Un grand chamboulement. Ouais, Alors, ouais. on imagine un petit peu le pourquoi de l'implantation de tous ces nouveaux, mais je vais vous demander quand même de nous faire un petit peu la fiche type, même s'il n'y en a pas une, c'est ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu 30 profils très différents Oui. qu'on évoquera, mais quand même, qu'est-ce qui attire quand même tous ces gens un petit peu? Et après, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui fait que les fils ou filles de vignerons historiques restent? Parce que ça, c'est aussi nouveau. Et je pense que c'est pour les mêmes raisons entre ceux qui viennent de l'extérieur, ceux qui viennent de loin, et les fils et filles de vignerons qui reprennent le domaine familial. C'est par l'émulation qui se passe dans l'appellation avec les pionniers qui ont monté cette appellation, qui ont tiré sa notoriété depuis. Le travail a été entamé il y a 30 ans, hein, donc mais ça a marché. Ces domaines ont réussi à créer l'appellation, à en faire parler. Donc on crée un bouillonnement qui a mis un coup de projecteur sur ce secteur-là. Et du coup, ça a attiré des gens qui aiment le vin, qui ont goûté les vins de ces vignerons emblématiques et qui se sont dit moi j'aime ça, j'ai envie de faire ça. Il y a des vignes disponibles, des gens qui partent à la retraite, des successions. Il y a encore du foncier disponible. Du foncier disponible. À des prix raisonnables. Voilà, c'est aussi important parce que quand on. Prix raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire? La fourchette large, c'est on va dire 20 000, 50 000 euros, voilà, l'hectare. Planté en production. Planté en production, voilà. En terre nue, c'est autour de 10-15 000 euros, mais planté en production, c'est à peu près ça. Et donc, ça donne des possibilités pour des gens qui n'ont pas des moyens colossaux de s'installer ici. Et donc, voilà, ces pionniers ont tracé la route. Ça a créé une envie de faire son vin à des gens qui étaient d'ici ou pas d'ici. Voilà. Alors, ce qui était assez intéressant dans cette dégustation, c'est que je dégustais les vins, les vignerons se présentaient, et vous n'avez, et ça, j'avoue que ça m'a touché, vous n'avez pas fait de sélection qualitative. C'est-à-dire qu'on avait à peu près tous les niveaux, des vins qui aujourd'hui peuvent très vite rentrer dans un statut de vin un peu iconique, proche des stars de l'appellation, avec des investissements, et puis des vins plus modestes, parce que l'investissement est plus modeste, parce que l'expérience aussi des vignerons. Et ça c'est très intéressant aussi. Ça participe au collectif on va dire, collectif véritablement d'une appellation, ça. De se serrer les coudes et de se dire, il faut pas montrer que les meilleurs, les bons élèves. Alors, on a fait une opération il y a 2 ans qui s'appelle La Verticale, où on a montré les pionniers, justement, ceux qui ont tiré, qui ont créé, monté cette appellation.
et qui sont nos leaders, reconnus. Là, on voulait mettre un coup de projecteur sur ceux qui sont arrivés. Alors certains depuis 2014, donc ça fait déjà 6 ou 7 millésimes à leur actif. Certains ont montré leur premier millésime, leur premier vin. Donc certains sont plus établis, ont engrangé l'expérience. Certains viennent de commencer, parfois dans des conditions un peu précaires. Par exemple, pour les caves, c'est pas évident de trouver tout de suite une cave C'est un problème. fonctionnelle. L'outil de travail se bâtit, il n'est pas immédiat. Donc, on n'a pas toujours l'outil adéquat, idéal, immédiatement. Voilà. Et cette construction-là, on ne voulait pas la masquer. Ça fait partie de la construction de chacun de nous. Nous, à titre personnel, moi, à titre personnel, j'ai vécu aussi ce passage-là où j'ai vu mon outil de travail s'améliorer. Et je pense mes vins progresser en même temps. On aurait pu avoir une sélection qualitative pour dire bon non, toi t'es pas prêt, on te montre pas, on te cache un peu, on a un peu honte encore. Déjà, on n'a pas honte de tous ceux qui sont là, malgré, c'est vrai, des gens qui vont progresser, parce que je pense que la plupart des collègues qui démarrent connaissent leur point de progrès. Voilà. Et pour un dégustateur comme moi, j'avoue que j'ai appris beaucoup de cette organisation. C'est-à-dire que goûter un vin, comme on le fait, à l'aveugle par exemple, le juger, le classer, voilà, chaque dégustateur fait à sa manière de fonctionner, c'est une chose. Mais après, tout de suite avoir en face de la personne qui le fait, et sans le juger, l'écouter sur son histoire, c'est essentiel, parce que là on comprend. Alors, bien évidemment, on comprend mieux peut-être des choses, des choses techniques, on va dire, autour du vin. Et au-delà de ça, on comprend des projets qu'on n'a pas quand on fait de la dégustation. Quand on goûte le vin, on se concentre sur le vin. Mais cet univers humain, cet environnement humain autour d'un projet de vin modifie aussi la perception du vin. Et je pense à ça, je pense au consommateur toujours. C'est-à-dire qu'un consommateur, il va aimer ce vin, mais je pense qu'aujourd'hui, il a envie de plus que ça. C'est-à-dire qu'il va l'aimer, mais il va essayer de comprendre pourquoi il l'aime. Et je pense que dans le projet humain, on a cette explication. Oui. Moi, je m'arrêterai juste sur l'exemple de ce Hollandais qui s'est installé, qui est il s'est rapproché d'une cave coopérative, et avec la cave coopérative qui l'installe, mais lui ne sait pas faire du vin, mais lui donne les moyens de faire du vin. J'aurais goûté ce vin, on va dire dans une dégustation normale, j'aurais dit voilà, c'est un vin, j'aurais hiérarchisé, intéressant, point barre. Là, il y a plus que ça. Et je pense que dans nos 30 dégustation face aux dégustateurs, aux vinificateurs, ça nous a permis de faire un lien. Et c'est ce lien que le consommateur devrait essayer faudrait l'accompagner, faire un travail pour qu'il... Alors, quand ils viennent au caveau, c'est évident qu'ils cherchent ça. Et ils sont curieux de ça. Quand ils viennent régulièrement au fil des années, ils voient aussi notre progression. Ils voient l'évolution de nos vins, l'évolution de nos façons de travailler, passage en bio pour ceux qui passent en bio, de nouvelles constructions, des investissements, et ils font le lien, donc ils le comprennent. Après, tous ne viennent pas au caveau, bien sûr. et donc à nous de porter un peu l'information. Oui, on est là, on est des médiateurs pour ça, ouais. Mais c'est vrai que même en tant que médiateur, on sait qu'on va un peu faillir sur cette mission, parce que c'est plus que ça. Il y a une richesse humaine qui... Donc voilà, il faut inciter bien évidemment, comme vous le dites, il faut aller dans les caveaux, il faut aller dans le vignoble, tellement soif est là depuis très longtemps pour inciter les gens à faire ça. Et puis surtout, quand on a goûté un vin, le juger, c'est bien, on affirme son ego quelque part dans le jugement du vin, mais rester ouvert pour, en contrepartie, échanger avec celui qui le fait, de comprendre mieux son projet, c'est quand même essentiel. Ah oui, je pense que ça fait partie même du plaisir qu'on a à goûter des vins. Les terrasses du Larzac commencent vraiment à faire parler d'elles. C'est vraiment une zone qui commence à être identifiée. Il y a aussi cette dimension de cru
hein, au sein des terrasses du Larzac, il y a Montpérou, hein, c'est quelque chose qui accompagne ou qui dessert un peu l'appellation. Comment on voit ça au quotidien quand on est président d'un syndicat comme le vôtre? Au quotidien, alors c'est le fruit de l'histoire. Montpérou avait commencé à être un BDQS, une appellation bien Bien avant, avant, ouais, bien oui. avant nous. Ouais. Donc ils poursuivent leur chemin et c'est logique. Euh, Peut-être que dans un futur lointain, d'autres secteurs le feront, auront le même type de démarche pour affiner et comprendre de plus en plus finement notre lien au terroir. On n'en est pas encore tout à fait là. Aujourd'hui, on a encore du travail à faire. C'est un peu dans les têtes, c'est un peu dans l'esprit de... Alors, pour l'instant, ce qui est dans les têtes, c'est surtout d'affiner notre compréhension, notre définition au terroir et au lieu. On a une assez grande diversité de lieux, d'altitude, on va de 100 à 500 mètres, des sols variés, une géologie riche, assez impressionnante. On est même une des zones d'Europe les plus variées sur le plan géologique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire à partir de ça. Mais on n'en est pas encore à la définition interne de zones de crue. On a encore quelques marches à faire pour arriver là. Et puis déjà, c'est une marque, hein, Terrasse du Larzac. Enfin, Oui, je pense que oui. c'est déjà quelque chose Mm. qu'il faut essayer de faire vivre, encore une fois, avec des consommateurs qui comprennent bien le projet d'Eva. En tout cas, c'était une belle aventure et puis on va retrouver pas mal de portraits. En tout cas, merci. Bah, merci beaucoup.